Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse en stress en date donc du 5 septembre 2025. Et oui, c'est la reprise. Donc cette semaine sur les marchés, il s'est passé ce qui s'est passé. On a des chiffres qui sont pas terribles, mais une chose est certaine, c'est que tout le monde attend la décision de Jérôme Powell en date donc du 17 septembre pour savoir s'il y a une baisse des taux de la fédérale. Voilà. Alors, je voudrais quand même revenir sur une petite chose. Lors de, il y a 15 jours de mon billet, donc il y avait eu un commentaire d'un monsieur, voilà, donc qui nous dit: je n'ai jamais compris votre fixation sur le VIX, qui, à mon avis, vous bride trop. Bon, personnellement, je trade la vente d'options uniquement sur actions US et le VIX ne change rien à mes trades. Certes, je suis les mouvements de marché en général, mais avant tout, je passe du temps à me faire des bons choix sur les sous-jacents en fonction de leur propre direction sans jamais tenir compte du VIX, sinon parfois on ne ferait rien. Alors, déjà, je vais vous dire une chose, cher monsieur, vous faites ce que vous voulez. Mon but, moi, c'est d'expliquer aux autres qui vont lire votre contenu pour éviter qu'ils fassent la même bêtise. Déjà, premièrement, le but, c'est de ne pas le faire constamment, mais c'est de faire bien. Bon. Le VIX, contrairement à ce que vous dites, est très important. Surtout puisque vous êtes vendeur de primes. Bon. Alors, je vais vous montrer juste, parce que si vous voulez, j'ai été formé en 2010, donc sur les options, par mon mentor. Suite à ces formations, donc avec mon mentor, il y a eu une association qui a été créée qui regroupait tous les gens qui avaient suivi donc cette formation et on était à peu près 250. Bon. Donc ça veut dire que dans le temps, j'ai connu les différentes crises et donc ici, vous avez la volatilité, le VIX en fonction des années. Et donc j'ai connu le privilège de connaître 2014, 2015, 2018, 2020. Bon. Et dans le groupe, j'ai connu aussi des gens. Je me souviens très bien, en octobre 2014, je partais pour Genève parce que effectivement mon mentor faisait une formation sur la liberté financière absolue et donc je partais avec un collègue donc du groupe des Aigles, voilà, puisque cette association s'appelait les Aigles et effectivement c'était au moment où il y a eu une augmentation de la volatilité donc du VIX. Et alors là, effectivement, il a pris peur parce que le compteur était rouge. Il avait quand même un portefeuille à 6 chiffres, quand même, donc c'est pas rien. Et donc, il a pris peur, il ne savait plus quoi faire. Il y avait l'appel de marge, donc du broker qui était Interactive Broker. Donc, contrairement au film où on voit l'appel, donc margin call, où effectivement c'est le broker qui vous appelle en disant: hey, mon gars, c'est le moment de mettre du liquide, ok, parce que sinon on ferme tout. Bon, Interactive Broker, c'est clair, il ferme des positions. Alors vous pouvez sélectionner les positions qu'il va fermer en premier, mais il les ferme. Et effectivement, en 2014, ça a été la première fois où effectivement, parce que jusqu'à auparavant, 2014, vous l'avez là, ok, ça allait bien, on vendait des options, voilà, impeccable et tout, mais on comprenait pas trop bien ce qu'on faisait non plus, ok. Donc, et on a vu avec le temps, c'est pour ça qu'on l'a encapsulé dans nos formations, et ça c'est impératif, on voit l'effet ciseau, etc. Et pourquoi? Alors, je vous rappelle que 2018, c'est pareil, 2020 et tout. Bon. Donc, ce monsieur, et je vous rappelle que également 2015, il y a eu aussi un petit truc, et j'en avais parlé lors d'une présentation aux Aigles, c'est qu'effectivement, il faut faire attention, puisque à l'époque, on avait tant de lignes par mois, et puis on bourrait chaque mois, donc avec tant de lignes et tout, etc. Quand tout va bien, impeccable. Mais d'abord, alors je vous rappelle que je reviens sur octobre 2014, donc c'est très simple, il a eu l'appel de marge, il a pris peur, c'est très simple, il a perdu 40% de son portefeuille où il y avait 6 chiffres. Voilà, c'est tout, c'est dit. Alors effectivement, on peut continuer sans vraiment comprendre, et puis voilà, tant que ça se passe bien, tant mieux. Mais en tous les cas, pour ceux qui ont lu ce message-là, je tiens à vous dire comme quoi, le VIX est hyper important quand vous êtes vendeur. Ok, il y a des statistiques qui vous disent comme quoi, sur des secteurs, il faut vendre quand le VIX est à un tel niveau. Je suis désolé, ce sont des probabilités, ça fonctionne. Un sous-jacent, je vais choisir un sous-jacent. Ouais. Mais la valeur du bêta du sous-jacent,
Vous en tenez compte ou pas? Ou c'est comme le VIX, on s'en fout, ok? Parce que le bêta, effectivement, c'est un pourcentage de variation sur un pourcentage sur une augmentation de 1% d'augmentation, par exemple, du SP500. De toute façon, le bêta sur les stocks américains sont basés sur le SP500. Bon. Alors, si vous avez un bêta de 2, ah ben effectivement, si le SP500 monte de 1%, effectivement, le stock, lui, va monter de 2%. Ouais, mais ce qui est valable dans un sens est valable également dans l'autre sens. Si en plus vous rajoutez la volatilité implicite sur l'option, eh ben vous allez voir comme quoi le VIX, il est vachement important. Voilà. Donc, c'était juste pour répondre à ce monsieur. En réalité, je réponds à ceux qui ont lu ça et qui comprennent pas et qui risquent de faire la même chose. Et c'est pour ça qu'on en parle pendant nos formations. On l'a vécu, croyez-moi. Hein, en 2015, je reviens donc de Marbella où il y avait également une formation donc organisée par mon mentor. Ok, je reviens donc en mai 2015, juste avant la crise de juin 2015, et on fait une présentation donc devant les aigles et je leur reparle du money management. Et ben j'ai bien fait parce qu'il y avait des positions, certains avaient des positions à risque. Ah pour eux tout allait bien, le VIX, hop hop. Et en juin 2015, croyez-moi que si ils n'avaient pas regardé de nouveau leur portefeuille, ils auraient été en danger. Voilà. Alors, où est-ce que nous sommes le 5 septembre 2025? Bon, ben, vous voyez, donc, là, je vous rappelle qu'on était grid, donc, il y a une semaine, et puis un mois, on était neutral. Bon, retour à la case départ, donc, neutre. Bon. De toute manière, vu ce qui se passe aujourd'hui, hein, on a vu au niveau du marché du travail, c'est pas terrible, etc. Donc, l'inflation, bah, c'est pas sûr, voilà, ça voilà. Et puis, tout le monde est focalisé sur le 17 septembre. Retenez bien cette date. Voilà. Parce que tout le monde attend une baisse des taux. Alors, le VIX, le fameux VIX. Bon, ben, vous voyez comme quoi, là, on est en bougie hebdomadaire. Donc là, on est, hein, c'est ma zone de vérification 16-18. Hein, voilà. Et donc là, ben, on clôture juste au niveau donc des 16. Voilà. Ok, bon, et on est venu tester. Alors là, c'est aussi amusant, vous voyez, on a confusion, donc, puisqu'on est en bougie hebdomadaire, il y a confusion de la 50 semaines et de la 200 semaines au niveau des moyennes mobiles. Bon, et on est venu cette semaine tester, donc, pour ça, on a eu cette petite impulsion donc, du VIX. Bon, et on est venu vers les 20, mais on ne les a pas dépassés. Bon. Alors, au niveau des secteurs, donc là c'est sur Finviz, donc les secteurs sont un petit peu plus cossus que ce qu'on voit donc la roue sectorielle hein, dont on parle pendant la formation. Donc là on voit que sur 6 mois, il n'y a qu'un secteur qui est négatif, c'est la santé. Bon. Alors les probabilités font comme quoi ce qui se passe sur 6 mois a de fortes chances de pouvoir continuer. Le premier secteur qui superforme sur 6 mois, c'est les services de communication, qui est sur la route sectorielle complètement en bas. Bon. Le deuxième, c'est la technologie. Le troisième, les industriels. Donc ça, généralement, c'est la phase un petit peu, on va dire, de rebondissement de l'économie. Hein. Et également, donc, basic materials. Donc, industriel et basic materials sont généralement en étroite collaboration. Pourquoi? Parce que on industrialise des produits avec des matériaux de base. Au niveau donc des put-call ratios, bon. Sur les equities, on voit comme quoi, effectivement, hein, donc c'est une division, hein, c'est les puts par rapport au call. On voit comme quoi, bon, le niveau de peur n'est pas si important et que, bon, on revient sur une zone de neutralité. Hein, on voit ici, on revient sur la 50 et la 200 et on arrive à 0,58 qui est à peu près la valeur moyenne, ok, du put-call ratio. Bon. Le pourcentage des sociétés du composant le SP500 qui est au-dessus donc de la moyenne mobile. Donc là, oui, on est au-dessus donc des 60, hein, on est à 63% pour être précis. Là, on a des bougies donc journalières.
Bon, on voit bien qu'on a une tendance là. Ici, la 50 vient de croiser à la hausse la 200. Bon, donc on pourrait dire comme quoi on a quand même des éléments positifs par rapport au marché. Oui, mais en tous les cas, si jamais il y a une déception, donc le 17, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, parce que tout le monde a en tête l'espoir des baisses des taux. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que les baisses des taux permettent d'emprunter, donc à moindre frais, et de pouvoir réinjecter de la liquidité sur les marchés. Le SP500 en weekly. Donc nous venons de clôturer sur un plus haut hebdomadaire. Bon, mais oui, comme quoi, bon, ça commence à être un petit peu poussif. Donc si je regarde en daily, alors en daily, voilà. Donc bon, bah clôture négative vendredi. La moyenne 10 jours ici sert de support quand même. Mais bon, il est probable qu'on vienne retester les 6350 points qui correspond ici à la moyenne mobile des 50 jours. Bon. GLD, j'en avais parlé, et ben là, tout compte fait, ça s'est produit. On a cassé ici, nous avons une zone, un rectangle de congestion. Bon. Et vous voyez comme quoi on l'a cassé, donc le 2 septembre. Là, on a un petit essoufflement. Peut-être que nous allons revenir dans la zone ici pour combler le gap haussier ici, revenir sur les 318. Bon, peut-être, mais en tous les cas, il se passe quelque chose sur l'or. Est-ce que ce sont les prémices d'un doute, d'une peur, d'une correction? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais qu'il se passe quand même pas mal en termes d'acquisition d'or, etc. Pour votre information, nous pouvons regarder également GDX, qui est un ETF sur les minières. Et donc là aussi, vous voyez, même chose. On l'a cassé un tout petit peu plus tôt, hein, puisque c'était début août. Nous avions une zone de congestion, un rectangle, et on l'a cassé. Bon, et là, on est parti comme une fusée. Bon, vous précipitez maintenant, non. Parce que on peut également, pour ceux qui ont envie d'avoir des minières, donc à travers les ETF, ou bien de l'or, bah effectivement, vendre effectivement des options pour, par exemple, avoir bah, donc du GDX en portefeuille pour se faire assigner. Voilà, ça peut être. Mais pour l'instant, on est un petit peu trop écarté de la 10 jours hein, ici, hein, parce que je suis en bougie daily, mais c'est intéressant de voir quand même. Alors, il y a aussi quelque chose que nous pouvons regarder, donc c'est le pétrole. Donc, parce que ça aussi c'est important, c'est le reflet un peu de la consommation ou l'inflation. Bon, bah, vous voyez comme quoi, bon, vous voyez, on est toujours dans ce canal. Là, je suis en bougie. Nous allons nous mettre en hebdomadaire. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce canal baissier. Là, la clôture hebdomadaire, ben, elle est pas bonne. Hein. Je pense on va vers le sud. Hein. On va peut-être revenir tester aux alentours des 54 $ le baril de pétrole. C'est probable. En tous les cas, les bougies nous parlent. Voilà. Et puis, on voit bien la tendance de fond ici, hein, la 50 semaines. Ok. Et puis à noter que la 200 semaines ici, bah, elle change d'orientation. Elle était plate ici, et vous voyez, on change. Alors, on parle souvent des Magnificent Seven. Bon, et ben là, c'est pareil. Hein, on a eu une belle progression après ce qui s'est passé en avril. Paf, on a fait des plus hauts. Bon, là, effectivement, on a une petite bougie. Hein, je suis en délit, donc une petite bougie non rouge. Bon, mais ça, c'est vendredi. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ici, le jeudi, on avait fait un plus haut historique. Voilà. Bon, eh ben, regardons tout ça. Est-ce que le marché va continuer en tous les cas, je vais me répéter. Hein, l'élément moteur, ça va être la décision de la Fed, donc le 17. Alors, programme économique de la semaine prochaine. Alors, déjà à noter pour le mercredi 10. Bon,
Le mercredi 10, il y aura donc le Producer Price Index, donc avec son importance. Donc là, si vous voulez, c'est l'inflation, si vous voulez, les prix en pourcentage en termes d'inflation, donc à la sortie des producteurs, qui aura forcément un impact après sur le consommateur. Et ça, ce sera le consommateur. Nous allons la voir, c'est le Core CPI, Consumer Price Index. Et le corps indique que c'est hors alimentation et hors énergie. Bon, donc c'est un peu masqué, hein, bon, voilà. Mais enfin, en tous les cas, tout le monde va avoir les yeux fixés le jeudi 11 là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va être les deux données que la Fed va intégrer pour décider oui ou non s'il y a une baisse des taux le 17. Alors, également, ce sont les secteurs et les sous-secteurs que moi personnellement je suis. Alors, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Très souvent, j'en ai parlé, j'ai mis ça un peu de côté, je reviens là-dessus. Voilà. Donc, nous sommes organisés ici sur 6 mois. Donc, vous voyez que sur 6 mois, ça revient sur les secteurs que nous avons vus tout à l'heure. Donc, on a la santé et puis XLP. Bon, XLP, hein, ce que j'appelle moi les couches culottes. Eh bien, ici, vous avez le real estate. Donc, le real estate, vous voyez comme quoi, ici, sur 6 mois, c'est pas terrible. Également, quelque chose d'important, puisque l'immobilier est important, c'est un indicateur important aux États-Unis, puisque c'est le reflet du revenu des ménages et également de la baisse du chômage. Puisqu'effectivement, si on travaille, si on a une augmentation, eh ben, on va peut-être faire construire sa petite maison. Donc XHB, oui, c'est intéressant à suivre. Et sur 6 mois, on est quand même à plus de 17% de progression. Et cette semaine, belle progression. Alors, est-ce que les nouvelles lois que souhaite mettre pour permettre aux Américains d'avoir un logement, de pouvoir acheter, etc., que souhaite mettre en application Trump, a eu un effet, oui, certainement. Donc, c'est pour ça qu'on a une belle progression cette semaine sur XHB. Bon. Alors, je vous rappelle que ces secteurs ou sous-secteurs, après, il suffit d'aller chercher sur le screener des Finviz et d'aller mettre sur le secteur ou sur l'industrie ce que vous voyez ici pour trouver, non pas les pépites, mais des sociétés qui superforment, etc., etc. Voilà. Bon. Alors, également, donc, les sous-secteurs, ce qu'on appelle donc les industries. Vous voyez comme quoi on retrouve toujours un petit peu depuis quelques temps les mêmes choses. Vous voyez, ici, on est en ordre décroissant, donc sur 6 mois. On a l'uranium. Bon. Vous savez, à un moment donné, on suivait énormément SMR, qui est une société américaine basée sur l'énergie nucléaire. Puisque effectivement, on s'aperçoit comme quoi l'énergie nucléaire est quand même, je dirais, primordiale par rapport à un développement économique à moindre frais. Et en plus, c'est constant. Une centrale nucléaire produit d'une façon constante de l'énergie, donc ça ne dépend pas ni du taux d'ensoleillement, ni de la quantité du vent ou le manque de vent. Donc c'est une thématique à suivre, franchement. Donc l'uranium et puis tous les autres, les mines d'or, on a vu à travers GDX. Donc à suivre. Bon, voilà donc, et je vous rappelle, il y en a 144 au total. Et là, donc vous avez donc ici par ordre décroissant de performance sur 6 mois. Alors chose également intéressante. Donc ici, donc c'est la performance sur le SP500, vous voyez. Donc et là, on est classé par ordre de capitalisation. Donc vous voyez que NVDA, c'est toujours hein, l'intelligence artificielle, voilà. Bon, petit correctif hein, cette semaine sur NVDA. Donc une baisse de plus de 7%, ok. Sur le mois, 7% aussi. Bon,
Est-ce que NVDA peut venir? Alors c'est quand même pour des, hein, le prix est important. Donc pour traiter avec des options ce type de société, faut avoir en tous les cas, le capital sans jeu de mots. Et ça, on voit ça pendant la formation. Donc bien entendu, si vous avez 20 000 ou 10 000 en capital, bien entendu, passez votre chemin, c'est pas la peine. Voilà. Bon. Mais est-ce que NVDA est une société qui peut NVDA? On va regarder ça. Bon. Bon. Alors déjà, premièrement, vous voyez NVDA. Alors même si on a vu, il y a une baisse sur la semaine, sur un mois. Bon. Là, effectivement, peut-être que la fête est un peu finie. Déjà parce que premièrement, on vient de casser à la baisse la moyenne mobile, hein, je suis en délit, 50D, ici en noir. On est sous mon fil conducteur, ok, donc là 10 jours. Et puis vous avez un magnifique aimant, hein, toujours, toujours. C'est la moyenne mobile 200 jours. Alors pour l'instant, on est au-dessus. Mais voilà. Alors il y a également ici, donc vous voyez ici, ça va être le dividende, ok, qui va être distribué le 11 septembre. Alors, est-ce que effectivement il y a avant le 11, puisqu'il suffit pour avoir touché les dividendes, c'est 2 jours avant, il faut posséder NVDA. Bon, est-ce qu'il va y avoir un petit sursaut et qu'on va revenir tester la 50? Peut-être, mais en tous les cas, il y a un aimant qui est relativement fort, ok. Et puis on est quand même ici, hein, dans des zones, voyez, qui ont été pas mal travaillées, 144 $. Alors ça peut être une opportunité, why not, voilà. Dans également un autre exemple, donc vous voyez, en termes de progression cette semaine, on va prendre, vous voyez, AVGO, Broadcom. Bon, et ben AVGO, alors déjà je viens de voir AVGO. Alors, Broadcom, bon, alors déjà, même chose, même remarque, vous voyez, ça nécessite quand même un gros capital, puisque le stock, si vous voulez, on est quand même à 334 $. Ok, donc si on traite les options, ben, il faut multiplier par 100, donc ça fait quand même un petit paquet de pognon. Ok, et là, si on suit ces règles de money management, ben, effectivement, il faut quand même avoir un compte, je dirais, assez conséquent. Cependant, ici, hein, il y a eu les earnings, vous voyez, ici, donc c'est pour ça que ça a bien monté le 4 septembre, voilà, POF, et puis donc le vendredi, POF, action, réaction, bon, donc là, belle bougie, mais elle est rouge, bon, donc on risque fortement de revenir combler le gap haussier. Par contre, si nous regardons sur une tendance plus long terme, en weekly, bon, de toute manière, Broadcom, hein, c'est une société quand même qui est leader, hein, et qui est un acteur majeur. Alors, bon, c'est à suivre. Voilà. Bon, en tous les cas, donc, je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading, ok. Donc, hein, n'oubliez pas mercredi, jeudi, le 17 septembre, hein, puisque ça doit vous permettre de vous aider donc dans votre décision d'action ou de non-action. Et je reviens sur ma première partie où effectivement le VIX est bien plus important qu'on pourrait le penser et que effectivement aujourd'hui nous avons acquis donc à la bourse en stress la compétence et la connaissance pour confirmer ceci. Et qu'il y a des fois il vaut mieux se dispenser d'être en permanence devant l'écran et d'avoir l'impression de faire quelque chose parce que j'appuie sur le bouton pour prendre des positions et me prendre une branlée. Je suis vulgaire, mais c'est parfois ça s'est passé comme ça. En tous les cas, à travers l'expérience que j'ai eue, donc au niveau des aigles, et de voir comme quoi il y a des choses à pas faire et il vaut mieux attendre et piquer au bon moment que piquer tous les jours et effectivement le regretter quelques temps après. Parce que tout se passe bien, ouais, effectivement. Mais un jour, voilà. Et il vaut mieux que la cata soit la réduite le plus possible. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.